Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Europa Universalis 4 où nous allons jouer avec le Portugal. Donc dans cette première vidéo, nous allons faire une vidéo d'introduction pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce jeu. Et donc je vais passer l'entièreté de cette première vidéo à expliquer les différents concepts et à montrer dans l'interface à quoi servent les différents boutons. Donc pour ceux qui connaissent déjà ce jeu, je vous suggère d'aller directement à la deuxième vidéo où nous allons commencer à jouer. Pour les autres, je vous invite à rester, sinon vous risquez de vous sentir un peu perdu dans la suite. Donc nous allons jouer le Portugal, car je pense que c'est une bonne nation pour commencer le jeu. Excusez-moi. C'est une bonne nation pour commencer le jeu, car elle est assez éloignée de la politique européenne, dans le sens où il n'y a que la Castille à côté d'elle, la future Espagne, et que nous allons sécuriser une alliance avec elle le plus rapidement possible pour être sain et sauf, on va dire, sur le continent où se trouve notre capitale. Nous allons faire la guerre certainement aux pays d'Afrique du Nord pour lutter dans le commerce, pour améliorer nos chances de battre la Castille dans le commerce. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller coloniser le Nouveau Monde, et notamment les Caraïbes, car il y a un succès à débloquer que je n'ai pas encore. Donc ça va être notre objectif, contrôler l'intégralité des Caraïbes. Voilà, donc je vais expliquer tous les concepts du jeu du mieux que je pourrai, mais après, ce sera au fur et à mesure que nous jouerons, que nous découvrirons plus en détail la plupart des concepts. Donc cette vidéo est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour maîtriser le jeu, bien entendu. Voilà, bon, allons-y, on va rentrer dans le jeu. Donc je joue en mode Iron Man, le temps que ça se lance. Voilà, et donc il me demande de sauvegarder un nom de sauvegarde. Le mode Iron Man, c'est vous n'avez Oui, voilà. Vous n'avez pas le droit de recharger une partie. C'est que ce qui se passe, c'est passé et vous l'avez... voilà, vous ne pouvez pas recharger, quoi. C'est mort si vous avez fait une bêtise. Mais bon, justement, c'est là que c'est intéressant. Je pense que ce jeu, enfin, peut-être vos 2-3 premières parties, jouez sans le mode Iron Man, mais rapidement, passez-y, quoi. Donc, nous allons faire le tour en passant, en démarrant en haut à gauche et en terminant en bas à droite, vu qu'en bas à gauche, il n'y a rien. Donc, bon, première fenêtre, on va faire dans l'ordre logique. Ici, vous avez une fenêtre qui vous permet de construire rapidement des unités terrestres, recruter des mercenaires rapidement, par exemple. On viendra plus en détail sur la différence entre eux. Des bâtiments de guerre ou des bâtiments marchands, ce genre de choses. Des bâtiments de transport, ça, ce sont voilà, des unités de transport qui permettent de transporter des troupes d'un port à un autre. Des bâtiments, et puis faire diverses actions qui permettent en un seul coup d'œil de voir que par exemple en termes d'autonomie locale, je peux voir directement que ces 3 provinces ont de l'autonomie et que les autres provinces que j'ai n'en ont pas. Donc je peux en plus décider de l'augmenter ou le diminuer assez rapidement, comme ça, facilement. Voilà, donc c'est un truc d'aide, mais c'est pas le seul endroit où vous pouvez le faire. Par exemple pour recruter des unités, si je clique ici, je peux recruter des unités aussi. Et là je peux recruter des mercenaires. Voilà, mais bon, moi je joue avec ça en général, je n'utilise quasiment jamais la vue. Ensuite, donc ici nous avons l'interface de gestion de notre empire. Donc ça, je vais en faire le tour en détail une fois que j'aurai fini le tour de l'interface principale. Nous avons ici notre or, et grâce au petit plus vert, nous voyons que nous gagnons de l'or à chaque tour. Ici, nous avons nos effectifs qui correspondent à la quantité d'hommes que nous avons en réserve pour... réapprovisionner nos armées, c'est-à-dire que quand nous allons perdre 1000 hommes dans une armée, 1000 hommes seront enlevés de ces effectifs pour remettre les régiments au maximum. Donc c'est important d'avoir un effectif élevé quand on part en guerre, parce qu'on va perdre beaucoup d'hommes, et si on veut tenir la guerre... Souvent d'ailleurs, une guerre, c'est plus une guerre de fatigue dans le long terme, où vous essayez de fatiguer les effectifs de l'ennemi, pour mieux le vaincre plus tard, car ces troupes n'auront pas des régiments complets parce qu'il n'aura plus d'effectifs pour les remplir. Voilà, bon ça, excusez-moi, je remets ma chaise correctement, voilà. On verra plus en détail quand nous serons en guerre. Nous avons ici la stabilité, qui est un concept assez important parce que il faut au moins l'avoir à 0. Dès que ça commence à partir dans le négatif, vous avez vraiment des malus assez méchants qui viennent influencer plein d'autres concepts du jeu. Voilà. Et notamment si vous êtes à moins de 3, vous risquez votre pays risque de partir en cacahuète très rapidement, quoi. Ici vous avez le prestige, c'est un concept assez important notamment pour le moral, pour les relations avec les autres pays, et puis ça a plein d'effets secondaires sur pas mal d'autres concepts du jeu, donc quand on les rencontrera je vous les montrerai.
Mais bon, c'est bien, plus on en a, mieux c'est. Et comme vous pouvez le voir, on a une décadence de 5%. Donc quand on est à 100 de prestige, on perd 5 par an. Donc et si on n'a pas de modificateur positif, eh ben, on tend vers 0. Et si on a des modificateurs positifs, on tend vers, vers une valeur entre 0 et 100. Sachant qu'on gagne du prestige et on perd du prestige pendant les guerres principalement. Donc souvent quand on perd beaucoup de prestige, c'est quand on perd une guerre. La légitimité, ça c'est spécifique aux monarchies, ça représente la légitimité de la monarchie. On voit qu'on perd 2 de légitimité parce que nous sommes en régence, que mon roi est trop jeune pour régner, donc il y a une régence, et du coup ça nous fait perdre la légitimité. Et bon, c'est bien de l'avoir élevé, souvent on va en perdre, on va la regagner petit à petit chaque année, voilà, c'est pas trop un problème. Ici nous avons la projection de puissance qui, en fait, ça représente, comment dire, à quel point on écrase nos rivaux, parce qu'on doit sélectionner des rivaux pour... et contre ces rivaux, on gagnera plus de prestige dans les batailles, ce genre de choses. Et quand on fait des actions contre eux, on gagne de la projection de puissance. Voilà. C'est un concept qui a été introduit assez récemment dans le jeu. Personnellement, je suis pas un grand fan, je me suis jamais vraiment concentré dessus. C'est bien de l'avoir au moins à 50, mais c'est assez dur de monter jusqu'à 50 et c'est dur d'y rester. Voilà, parce que c'est quand même assez puissant de l'avoir à 50. Ici, nous voyons nos marchands, nos colons, on n'en a pas pour l'instant, nos diplomates et nos missionnaires. Alors, les marchands permettent de gérer les flux de commerce, donc ça je viendrai plus en détail peut-être dans la 2e ou 3e vidéo. Les colons permettent de coloniser les terres non colonisées, je vous le montrerai plus tard, ce sera un peu le concept principal de cette série. Les diplomates permettent de discuter avec les autres pays, donc ça on le fera très rapidement dès le début de la deuxième vidéo. Et les missionnaires permettent de convertir une religion d'un pays si possible, si votre puissance de conversion est suffisamment élevée. Au début de partie, elle n'est pas assez élevée pour faire grand chose. Bon, on voit notre pays, ici c'est notre drapeau d'ailleurs, et ici nous avons les 3 ressources principales du jeu. Donc la puissance administrative, la puissance diplomatique et la puissance militaire. La puissance militaire, alors ces 3 ressources vont nous servir principalement à débloquer des nouvelles technologies, et du coup à gagner des avantages technologiques sur nos voisins qui ne les ont pas encore développés. Donc c'est bien d'en générer le plus possible par mois. Nous y viendrons assez rapidement sur comment. La diplomatie est pas mal utilisée lors de la signature d'accords de paix pour obtenir plus que ce que vous êtes censé avoir. Enfin bon, on verra aussi quand nous serons à ce genre de choses. La puissance administrative est très importante parce qu'elle permet notamment d'augmenter la stabilité. Entre autres, elle fait d'autres choses aussi, mais nous les verrons en détail au fur et à mesure. Ici, nous voyons la date. Nous sommes en l'an de grâce 1444, le 11 novembre. Nous avons 0 points, alors ça c'est une espèce de système de score, nous sommes classés 12e par rapport à tous les pays du monde, ou du moins tous les pays qu'on connaît je crois, ou alors c'est peut-être tous les pays du monde, faudra regarder, on regardera en détail. Et ici on peut augmenter la vitesse du jeu ou mettre en pause. Hop, bon c'est bon, le premier jour n'est pas passé. Europa Universalis 4 est un jeu, c'est pas un jeu en tour par tour, c'est un jeu en jour par jour. C'est-à-dire que vous jouez jour par jour de 1444 jusqu'à 1830, un truc comme ça. Enfin, pareil, je connais pas la date exacte de fin. En fait, je suis jamais allé au bout. J'ai souvent arrêté une partie entre temps parce que ça devenait plus intéressant. J'étais devenu trop puissant et je voulais tester autre chose, quoi. Mais bon, celle-ci, on va essayer de l'amener jusqu'au bout. Ça pourrait être intéressant. Ici, on peut filtrer ce qu'on veut voir, mais avec ça, on peut le cacher. C'est très important de l'avoir, je trouve. Ça permet d'avoir en un coup d'œil, savoir ce que font nos marchands, nos diplomates, où sont nos armées. On peut cliquer dessus, vous voyez, pour y accéder rapidement. C'est vraiment très bien. Et ça va se remplir au fur et à mesure. Quand on va construire les bâtiments, ça va être là. Quand on va, je sais pas moi, quand on va coloniser une nouvelle province, ça va être là, listé là-dedans. Et comme vous pouvez le voir dans ce jeu, hein, si je mets ma souris quelque part, il y a tout le temps une tooltip. Et donc ça, c'est très important. Dès qu'il y a un truc, vous ne savez pas trop ce que ça fait, déjà vous mettez la souris dessus, vous voyez, et ça devrait déjà vous donner un petit peu plus de détails. Pour ça, ce jeu est vraiment super bien foutu. Franchement, très bien foutu. Ici, on verra des messages concernant les autres nations. On peut configurer ici, d'ailleurs, voilà, moi, il n'y a aucune nation qui m'intéresse, ou alors je veux que les plus utiles, ou je veux que mes alliés, mes voisins, uniquement ce qu'il y a en Amérique du Nord. Voilà. Bon, moi je laisse sur les plus utiles en général, j'y fais pas trop attention, mais des fois ça vaut le coup de... Excusez-moi, ça vaut le coup de savoir, bref. Ici on a la minimap, donc la minimap là je ne l'utilise absolument jamais, personnellement. C'est pour ça que je clique là-dessus pour avoir accès à tous les filtres. Et là au moins les filtres seront toujours présents et je peux y accéder rapidement. Donc je vais vous en montrer quelques-uns rapidement. La carte politique, celle que j'utilise tout le temps, permet de voir où sont quels pays. Vous pouvez voir la France à l'époque, ils sont en pleine guerre de 100 ans avec l'Angleterre.
et ils sont pas encore très unifiés, on va dire. Carte religieuse, on voit les catholiques dans le monde occidental, l'orthodoxie surtout dans les pays slaves, et ici on voit les orthodoxes qui se font convertir parce que l'empire byzantin vient de chuter, et ce sont les Turcs ottomans que nous voyons ici. Il reste encore des bouts de Byzance, mais ça va disparaître très rapidement. Carte religieuse. Alors Saint-Empire romain, ça je vais pas en parler, on fera certainement une série, on jouera là-dedans parce que c'est tout un système à part, ça nous intéresse pas trop. Carte commerciale, je viendrai plus en détail dessus, voilà. Mais bon, c'est très important pour gérer le commerce d'utiliser cette carte-là. Carte diplomatique permet de voir nos alliés, les mariages royaux qu'on a avec d'autres, nos ennemis quand nous sommes en guerre, ce genre de choses. Une autre que je voulais vous montrer, c'est le terrain simple. Alors ici, vous avez le terrain, carte topographique, mais honnêtement, il sert à rien, moi j'utilise jamais. Ici, vous avez le terrain simple. C'est un système qui a été intégré il y a très peu de temps. Parce qu'avant, en fait, chaque terrain, vous aviez un pourcentage de chance d'être... par exemple, ici, nous avions des montagnes. Nous avions 90% de chance d'être dans les montagnes et 10% de chance d'être dans des plaines. Donc du coup, c'était mettre beaucoup d'aléatoires dans un concept très important dans la stratégie militaire, l'utilisation du terrain. Donc maintenant, ils ont décidé de simplifier, de dire voilà, bon ben ça c'est des montagnes, point final. Donc maintenant, vous savez que si vous voulez défendre une position, il vaut mieux aller là parce que vous allez avoir des avantages grâce au terrain, plutôt que vous battre ici qui sont des plaines, et face à une armée super en nombre, vous allez vous faire massacrer. Voilà. Bref, on reviendra plus en détail quand nous ferons la guerre. Et après, bon, il y a plein d'autres trucs, on les verra au fur et à mesure parce qu'on risque de les utiliser petit à petit. Voilà. Enfin, alors ici, bon, on a le menu, hein, bon, rien de très intéressant. Les archives, très intéressantes, notamment de regarder les armées des ennemis. On voit par exemple, le plus gros aujourd'hui, c'est l'Autriche, qui peut avoir 49 000 hommes, 49 000, et qui en a pour l'instant que 36 000. Et qui d'ailleurs a le plus avec ses 36 000. La France a 28 000 et l'Angleterre 35 000. Portée coloniale, ça va nous intéresser, ça va permettre de voir que hop, ça c'est non colonisé, et c'est apporté parce que c'est en vert. Pour l'instant on voit rien qui est colonisable et qui n'est pas apporté, ou qui est apporté, c'est le seul truc qu'on voit. Bon, voilà pour la minimap, ça. Bon, ici on voit l'histoire de notre pays, bon ça nous intéresse pas beaucoup. Voilà. Les modificateurs activables, ça c'est intéressant d'y jeter un oeil parce que ça peut donner des boosts intéressants à votre pays si vous avez les conditions requises. Et après, ça permet de trouver une province. C'est pratique, vous tapez le nom de la province, on va chercher par exemple Paris, non, Parme, ouais, voilà. Paris c'est Île-de-France en fait, hein. Île-de-France. Ah mais non, même pas. Eh ben dis donc. Bah si. Ah mais c'est parce qu'il y a l'accent. Bref. Ici nous avons donc la papauté, on y viendra plus tard, c'est pas très intéressant. Et ici nous avons le Saint-Empire romain, on y viendra plus tard, on n'y viendra pas dans cette série, on regardera ça dans une autre série. Bon, maintenant les choses un peu plus importantes, la gestion de votre pays. Ici, dans le premier onglet, nous voyons notre gouvernement. Ici, nous avons le type de gouvernement, les bonus du gouvernement. Et ici, on peut changer de gouvernement. Mais pour l'instant, on n'en a pas d'autres accessibles. Ça coûte cher en puissance administrative et ça va avoir des impacts négatifs sur la stabilité. Donc, moi, je le fais assez rarement, ça. Ici, c'est notre culture. Donc ça, c'est un concept important pour l'ordre public, notamment. On reviendra dessus plus en détail. Ici, Infante Pedro, ça veut dire... En fait, c'est la régence en portugais, j'imagine. Et on voit donc que c'est la régence de Afonso V, qui est donc notre futur roi, qui devrait arriver au pouvoir dans 4 ans, qui a une revendication forte sur le trône, donc il aura une forte légitimité quand il arrivera sur le trône. Et on voit que notre dirigeant actuel nous génère 4 d'administratif, 2 de diplomatie et 1 de compétences militaires. Et ici, on voit en fait le total. Donc on voit en fait chaque ressource, on en gagne 3 de base, plus la valeur de notre dirigeant, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un dirigeant qui a des valeurs élevées, et plus ce que peut nous apporter un conseiller. Donc ici on voit les conseillers, plus 2, ici que plus 1, mais en termes d'argent ça coûte beaucoup plus cher, il nous coûte 4 par mois, alors que lui que 1, voilà. Souvent au début du jeu on ne prend que ceux qui sont à 1, c'est un peu plus tard qu'on prend ceux qui sont à 2, voire à 3, qui sont extrêmement chers. On peut mettre une focalisation nationale sur une des 3, mais ça dure 20 ans. Il me semble que c'est 20 ans. Donc il faut bien choisir ce qu'on veut faire. Il faut choisir sa tactique à long terme sur le sujet.
Et ici, on voit qu'il y a aussi des malus. Nous avons 4 généraux militaires sur 1. On peut en avoir que 1 pour l'instant maximum. Donc on perd moins 3 à cause de ça. Et ah oui, le focus, pardon, excusez-moi, cela met plus 2 à la puissance concernée et moins 1 aux deux autres. Donc on voit, on a moins 4 et 3 plus 1, 4, donc on est à 0. Et ça, c'est pas bon du tout et très rapidement, on va y faire quelque chose. Ici, c'est l'interface qui va nous permettre d'interagir avec les autres pays. Donc je reviendrai dessus un peu plus en détail au fur et à mesure qu'on devra utiliser les différentes parties de cette interface. Ici, nous avons notre économie, l'argent que l'on gagne et l'argent que l'on dépense. On voit des sliders qui nous permettent de régler la maintenance des différentes choses qui nous coûtent de l'argent. Par exemple, si je diminue la maintenance de l'armée à 0, on voit le moral des armées qui perd 2,17. Et en fait, il va être à 0,5 qui est le minimum. Et si mes armées arrivent dans une bataille avec ça, je perds la bataille, c'est certain. Donc, quand vous êtes en guerre, pensez bien à le remonter, mais quand vous êtes en paix, vous pouvez le descendre, sauf si vous avez des risques de révolte, ou dans ce cas-là, vous peut-être mieux le laisser à une valeur intermédiaire. On peut prendre des emprunts, réduire l'inflation. Bon, on y reviendra plus en détail. Si on doit réduire l'inflation à un moment donné, à ce moment-là, on expliquera plus en détail ce qu'est l'inflation. Pareil ici, résumé du commerce pour notre pays, combien nous gagnons, les embargos, les différents nœuds commerciaux qui sont à notre portée, nos marchands où est-ce qu'ils se trouvent, on peut les changer rapidement ici, c'est une interface assez bien foutue, donc c'est très bien. Nous en reviendrons en détail quand nous gérons. Ici nous avons les technologies, donc nous faisons partie du groupe technologique occidental, qui correspond à tous ces pays-là. Ici, vous avez le groupe technologique musulman, groupe technologique ottoman, ils en ont un rien qu'à eux. Groupe technologique de l'Est, des pays de l'Est. Et en gros, eux, les technologies leur coûtent 20% de plus. Eux aussi, je crois que c'est 40%. Et ça représente le fait que les Occidentaux qui n'ont pas de malus se développent beaucoup plus vite que les autres. Voilà, c'était juste... nous étions en plein milieu de la Renaissance à l'époque, et c'était une époque... voilà, de grandes avancées technologiques. Donc comme vous voyez, actuellement il me faut 568 points d'administratif pour pouvoir chercher ma prochaine technologie. Je n'en m'en fais que 6, enfin c'est pas mal, mais 6 par mois, donc vous pouvez faire le calcul rapidement en combien de mois je vais pouvoir débloquer cette technologie. Voilà, ici nous avons les idées. Alors on en débloque seulement qu'au niveau... Ici, en fait, on voit ici nombre de groupes de doctrines disponibles. Donc, ce sont des doctrines. Bon, c'est des ID en anglais, en fait. Ici, on a nos idées nationales, les idées de notre pays, seul notre pays y a accès. On voit les traditions qui sont nos traditions de base qui nous donnent un bonus en efficacité commerciale et en portée commerciale, ce qui est bien. Donc, on voit que le Portugal est une nation... Si on les regarde un par un, on voit portée coloniale ici, distance limite de colonisation, bien produit nationalement, puissance du commerce global, un nouveau marchand, des coûts de construction réduits, une puissance coloniale mondiale et commerce national. Donc on voit que c'est un pays colonial et commercial. Donc on va axer nos doctrines là-dessus. On y reviendra plus tard. Ici, nous avons les missions et les décisions. Donc prendre des missions, ce sont des objectifs à court terme qui peuvent être intéressants. Ça vaut le coup d'essayer de les faire le plus rapidement possible pour gagner quelques points, gagner un point de stabilité, gagner un peu de prestige, un peu de légitimité parfois. Et ici, vous avez des décisions où il faut réunir certaines conditions pour pouvoir promulguer des lois, quoi. Par exemple, quand vous êtes la France, vous pouvez passer l'édit de Nantes qui va permettre d'augmenter votre tolérance envers les hérétiques, notamment les protestants. Enfin bref, voilà. Donc, former la nation espagnole par l'armée, voilà, on peut lire dessus. Il y a souvent des références historiques. Bon là, par exemple, il faut avoir conquis une bonne partie de l'Espagne pour pouvoir faire ça. Ça veut dire que je peux former, moi en tant que Portugal, la nation espagnole par les armes. Bon, pourquoi pas. Je le ferai pas, hein, pas dans cette partie. Ici, nous retrouvons donc la stabilité, où pour l'améliorer, il nous faut 105 de points d'admin. Donc, vous voyez que des fois, la décision entre est-ce que je continue à aller vers ma prochaine technologie, ou est-ce que je vais augmenter ma stabilité parce qu'elle est à -1, enfin, en règle générale, vous voulez la remettre à 0, quoi, parce qu'à -1, rien qu'à -1, déjà, ça peut vous faire mal. Lassitude de guerre, concept assez important.
concept assez important, ça va augmenter quand vous allez avoir des morts au combat. Et quand c'est très élevé, ça fait des malus assez malsains sur beaucoup d'aspects de votre pays, et du coup, là, vous voulez le diminuer. Ça coûte de la puissance diplomatique de le diminuer. Lorsque vous êtes en paix, voilà, vous perdez 0,10. Donc des fois, ça vaut le coup, entre deux guerres, d'attendre, de laisser cette valeur redescendre, quitte à acheter pour 75 de points de diplomatie, vous allez baisser la lassitude de guerre de 2. Voilà, donc ça dépend. Si vous avez beaucoup de points de diplomatie, vous pouvez les mettre là-dedans, si vous avez besoin de repartir en guerre rapidement, quoi. Ou pendant une guerre qui se passe assez mal, des fois la réduire pour mieux tenir dans le long terme, cette guerre, une guerre d'attrition, donc comme je disais tout à l'heure. Sur expansion, c'est quand vous allez conquérir des provinces qui ne sont pas légitimement à vous, ça j'y reviendrai en détail. Ici nous voyons les rebelles, nous possédons ce bout de terre qui est de culture marocaine et de religion sunnite, donc il y a un risque de révolte de 1,6% ici. Donc je reviendrai sur les mécanismes de risque de révolte plus tard, parce que nous sommes déjà au-delà du temps réglementaire pour cette vidéo, de 20 minutes. Notre religion, pareil, j'y reviendrai plus en détail plus tard, mais bon, ça vaut le coup de regarder. Ça en fait, ça vient affecter l'ordre public. On voit que la foi catholique augmente l'ordre public lorsque la province est de la foi catholique. Mais pour les hérétiques, il y a un malus de 1. Donc si vous avez des orthodoxes, si vous contrôlez une province orthodoxe, ben vous allez avoir moins de 2 d'ordre public dans cette province. Pareil pour les religions païennes. Par contre, vous allez avoir plus 5, enfin 4,9, 5 si vous êtes à 100% de légitimité, d'ordre public dans la province si elle est catholique, ce qui est quand même assez puissant pour les provinces catholiques. Ici, on voit qu'on peut convertir Ceuta, mais c'est à 0 de progression parce que notre puissance de conversion n'est pas assez forte. Comme vous pouvez voir, il y a moins 5,5 alors qu'on n'est qu'à plus 2,1. Donc certaines doctrines vont pouvoir l'augmenter, certaines décisions pourront l'augmenter. Mais en début de partie, on va devoir vivre avec ces musulmans sur nos terres. Voilà. Enfin, il n'y a pas de souci, hein, ça ne me gêne pas personnellement. Mais en termes de nombre et de gameplay, ça me gêne parce que j'ai un risque de révolte, ils risquent de se révolter, et ça m'embête. Pardon. L'armée, voilà, qui est plus important, et on va finir là-dessus. Ici, nous avons nos unités militaires. Quand on débloque des nouvelles unités avec des niveaux de technologie, qu'on les voit listés ici, on va pouvoir avoir le choix entre certaines unités qui ont... là, en fait, vous avez le feu, le choc et le moral. En fait, les batailles, lorsqu'on aura une bataille, j'en parlerai bien entendu plus en détail, mais les batailles se déroulent en 2 phases, une phase choc et une phase feu. Il y a une phase de tir et une phase de combat mêlé, quoi. La cavalerie est très forte pour le choc, l'infanterie fait un peu des deux, mais elle encaisse le gros des dégâts en général, l'infanterie, et l'artillerie fait surtout du feu, et encaisse très mal les dégâts. Donc ici on voit que l'infanterie médiévale, elle a un point de morale offensif et un point de morale défensif. En fait, si vous allez attaquer, c'est le moral offensif qui va compter, si vous défendez, c'est le moral défensif qui va compter. Donc si vous voulez des infanteries halbardes, vous avez intérêt à attaquer. Si vous voulez un truc équilibré, vous gardez l'infanterie médiévale. Sachant que vous ne pouvez pas sélectionner les deux. Vous ne pouvez pas décider d'avoir 2 troupes infanterie médiévale, 2 troupes infanterie halbarde. C'est pour toute votre armée. Bon, c'est pas comme dans Total War où vous avez 3 archers, 2 piquiers, 5 infanteries lourdes. Non, là, vous sélectionnez un type d'unité globalement. C'est votre stratégie globale, si vous voulez. Et ça marche de la même façon pour les chevaliers. Enfin, pour la cavalerie. Et là, nous aurons plus tard l'artillerie, mais les canons, quoi. Mais pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas encore le niveau technologique, ça n'a pas encore été inventé. Bon, pareil pour les bateaux. Je reviendrai en détail plus tard quand on fera peut-être des batailles navales. Ça pourrait être intéressant d'en parler. Ce dont je veux parler surtout, c'est voilà, la tradition militaire. Ça va influencer le moral de vos armées, vitesse de récupération des effectifs, vitesse à laquelle vous allez assiéger les provinces ennemies. Et surtout, ça va influencer la qualité des généraux que vous allez recruter. Parce que oui, vous dépensez de la puissance militaire pour recruter des généraux terrestres et de la puissance diplomatique pour recruter des généraux maritimes, quoi, des amiraux. Donc tradition militaire, si vous l'avez à 100, vous avez plus de chances d'avoir un 6-6 quelque chose, quoi. Et lui, il va faire super mal dans des bastons.
Donc c'est important de le garder élevé, mais c'est pas facile, parce qu'il y a la décadence, qui fait qu'on perd 5% par an, et ça ne se gagne que lors des batailles militaires. Donc si vous n'êtes pas une nation très militaire, vous n'allez pas avoir une bonne tradition militaire. Et nous, avec le Portugal, on va pas avoir une bonne tradition militaire. Donc ici, vous voyez le moral de vos armées. La capacité en troupes, on peut entretenir 18 unités sans pénalité, et pour chaque unité en plus, ça va nous coûter plus cher à l'achat, et beaucoup plus cher à l'entretien. Si je décide d'entraîner 30 troupes en tout, ça va me coûter une fortune en or, et chaque troupe, au lieu de me coûter 10 pièces d'or, l'infanterie de base va me coûter peut-être 20 pièces d'or. C'est graduel. À chaque fois que vous en achetez une supplémentaire, ça coûte de plus en plus cher. Mais vous pouvez dépasser la limite si jamais vous êtes en guerre contre quelqu'un de plus puissant que vous, bien qu'en général je ne le fasse pas. Mais c'est faisable. Je préfère ça qu'un système qui vous bloque, comme beaucoup de RTS qui vous disent non, vous pouvez avoir que 50 unités et point final. Ça, j'aime pas beaucoup. Ça marche de la même façon pour nos bateaux, sauf que la tradition navale est affectée lorsque nos navires protègent le commerce. Donc ça, on le verra quand on regardera le commerce. Mais en tout cas, voilà, notre tradition navale peut stagner à 25-30% par exemple, alors que la tradition militaire, elle peut descendre jusqu'à 0, quoi. On n'a pas de bonus. Tactique militaire vient influencer les dégâts que vous faites à vos ennemis. Discipline vient influencer les dégâts que vous absorbez, c'est-à-dire ça vient diminuer les dégâts, on va dire. Et je crois que ça diminue notamment les... Voilà, ça multiplie les dégâts infligés, les dégâts reçus sont réduits ou accrus selon votre discipline. Et la tactique... réduit les dégâts... Ah, pardon, dis donc, je croyais que c'était l'inverse. Donc la tactique militaire réduit les dégâts infligés à vos unités pendant le combat. Voilà. Plus la tactique est élevée, mieux c'est bien entendu. Et c'est souvent l'avantage militaire qu'on va avoir sur des nations qui ne sont pas dans le même groupe technologique que nous. Aptitude de défense de siège, ça va impacter les sièges ennemis sur vos provinces. Ça va augmenter leur temps de siège. Et ça, c'est l'opposé, ça va réduire notre temps de siège. Bon, on voit ici rapidement les généraux. Donc ici, nous avons un général terrestre. Ici, nous avons un explorateur qui est un amiral maritime. Donc là, on voit les amiraux normaux. Ici, nous voyons les explorateurs. Nous avons des généraux terrestres et des conquistadors. Quelle est la différence entre chaque, vous allez me dire? Eh bien, elle est très simple. Les généraux ne peuvent pas se déplacer d'une province vers la terre inconnue, terra incognita, et les amiraux normaux ne peuvent pas se déplacer dans la mera incognita. Par contre, les explorateurs, oui, et les généraux, oui. Les conquistadors, oui. Et ça permet de gagner un point de prestige ou plus en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez de chez vous, lorsque vous découvrez des terres inconnues. Donc c'est ce qui va faire qu'on va gagner beaucoup de prestige en début de partie, parce qu'on va explorer absolument tout ça là. Donc on voit leur modificateur de feu, de choc, de manœuvre et de siège. Donc le siège, ça va faire que vous allez assiéger beaucoup plus rapidement une province ennemie. Donc quelqu'un qui a beaucoup de sièges, ça vaut le coup de le mettre dans une armée qui est en train d'assiéger l'ennemi. La manœuvre, c'est bien parce que lorsque vous avez plus de manœuvre que l'autre, vous pouvez annuler les malus de terrain par exemple. Ou si par exemple je veux attaquer d'ici à ici, comme ça, je dois traverser une rivière. Mais si j'ai une manœuvre plus élevée que le général ennemi, j'ai réussi à traverser la rivière avant la bataille. Donc je n'ai pas le malus de traverser une rivière qui est de -1. Mais bon, on le verra lors des combats, ça, plus en détail. Voilà. Ça fait le tour. Alors il nous en reste une ici, mais on ne peut pas cliquer dessus parce que nous n'avons pas de sujet pour l'instant. Ça ferait en fait un résumé de nos vassaux et de l'argent qu'ils nous versent, ce genre de choses. On verra plus tard. Bon, en tout cas, voilà. Ici, on a... Oui, pardon, dernier truc. Ici, on a des pop-up, enfin des alertes. Plus c'est rouge, pire c'est. Plus c'est vert, mieux c'est. Hein. Ça, c'est urgent, faut regarder tout de suite. Ça, c'est moyen. Et puis ça, c'est juste informatif. Des fois, vous pouvez les laisser. Donc, bon, voilà. Ça fait le tour de cette vidéo. On enlèvera la pause probablement au cours de la vidéo prochaine. Mais bon, je pense que j'ai expliqué les concepts de base. Mais bon, le mieux, c'est que vous restiez avec moi et qu'on joue ensemble. Que j'explique au fur et à mesure l'utilisation des différentes mécaniques et qui vous permettront de saisir comment ce jeu fonctionne. Et c'est un jeu absolument exceptionnel. Voilà, bon, si vous avez des commentaires, je vous en prie, laissez dans la zone de commentaires. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime, cela m'aiderait beaucoup à mieux être référencé sur YouTube. Et puis après, si vous aimez ce que je fais, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir droit dans votre zone de notification à toutes mes nouvelles vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent.
En attendant, je vous remercie de vous être joint à moi pour cette petite vidéo sur Europa Universalis 4. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ça coûte de la puissance diplomatique de le diminuer. Lorsque vous êtes en paix, voilà, vous perdez 0,10. Donc des fois, ça vaut le coup entre deux guerres d'attendre, de laisser cette valeur redescendre, quitte à acheter pour 75 points de diplomatie, vous allez baisser la lassitude de guerre de 2. Voilà, donc ça dépend. Si vous avez beaucoup de points de diplomatie, vous pouvez les mettre là-dedans, si vous avez besoin de repartir en guerre rapidement, quoi. Ou pendant une guerre qui se passe assez mal, des fois la réduire pour mieux tenir dans le long terme cette guerre, une guerre d'attrition, donc comme je disais tout à l'heure. Sur expansion, c'est quand vous allez conquérir des provinces qui ne sont pas légitimement à vous, ça j'y reviendrai en détail. Ici nous voyons les rebelles, nous possédons ce bout de terre qui est de culture marocaine et de religion sunnite, donc il y a un risque de révolte de 1,6% ici. Donc je reviendrai sur les mécanismes de risque de révolte plus tard, parce que nous sommes déjà au-delà du temps réglementaire pour cette vidéo de 20 minutes. Notre religion, pareil, j'y reviendrai plus en détail plus tard, mais bon, ça vaut le coup de regarder. Ça en fait, ça vient affecter l'ordre public. On voit que la foi catholique augmente l'ordre public lorsque la province est de la foi catholique. Mais pour les hérétiques, il y a un malus de 1. Donc si vous avez des orthodoxes, si vous contrôlez une province orthodoxe, ben vous allez avoir moins de 2 d'ordre public dans cette province. Pareil pour les religions païennes. Par contre, vous allez avoir plus 5, enfin 4,9, 5 si vous êtes à 100% de légitimité, d'ordre public dans la province si elle est catholique, ce qui est quand même assez puissant pour les provinces catholiques. Ici, on voit qu'on peut convertir Ceuta, mais c'est à 0 de progression parce que notre puissance de conversion n'est pas assez forte. Comme vous pouvez voir, il y a moins 5,5 alors qu'on n'est qu'à plus 2,1. Donc certaines doctrines vont pouvoir l'augmenter, certaines décisions pourront l'augmenter. Mais en début de partie, on va devoir vivre avec ces musulmans sur nos terres. Voilà. Enfin, il n'y a pas de souci, hein, ça ne me gêne pas personnellement. Mais en termes de nombre et de gameplay, ça me gêne parce que j'ai un risque de révolte, ils risquent de se révolter, et ça m'embête. Pardon. L'armée, voilà, qui est plus important, et on va finir là-dessus. Ici, nous avons nos unités militaires. Quand on débloque des nouvelles unités avec des niveaux de technologie, qu'on les voit listés ici, on va pouvoir avoir le choix entre certaines unités qui ont... là, en fait, vous avez le feu, le choc et le moral. En fait, les batailles, lorsqu'on aura une bataille, j'en parlerai bien entendu plus en détail, mais les batailles se déroulent en 2 phases, une phase choc et une phase feu. Il y a une phase de tir et une phase de combat mêlé, quoi. La cavalerie est très forte pour le choc, l'infanterie fait un peu des deux, mais elle encaisse le gros des dégâts en général, l'infanterie, et l'artillerie fait surtout du feu, et encaisse très mal les dégâts. Donc ici on voit que l'infanterie médiévale, elle a un point de morale offensif et un point de morale défensif. En fait, si vous allez attaquer, c'est le moral offensif qui va compter, si vous défendez, c'est le moral défensif qui va compter. Donc si vous voulez des infanteries halbardes, vous avez intérêt à attaquer. Si vous voulez un truc équilibré, vous gardez l'infanterie médiévale. Sachant que vous ne pouvez pas sélectionner les deux. Vous ne pouvez pas décider d'avoir 2 troupes infanterie médiévale, 2 troupes infanterie halbarde. C'est pour toute votre armée. Bon, c'est pas comme dans Total War où vous avez 3 archers, 2 piquiers, 5 infanteries lourdes. Non, là, vous sélectionnez un type d'unité globalement. C'est votre stratégie globale, si vous voulez. Et ça marche de la même façon pour les chevaliers. Enfin, pour la cavalerie. Et là, nous aurons plus tard l'artillerie, mais les canons, quoi. Mais pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas encore le niveau technologique, ça n'a pas encore été inventé. Bon, pareil pour les bateaux. Je reviendrai en détail plus tard quand on fera peut-être des batailles navales. Ça pourrait être intéressant d'en parler. Ce dont je veux parler surtout, c'est voilà, la tradition militaire. Ça va influencer le moral de vos armées, vitesse de récupération des effectifs, vitesse à laquelle vous allez assiéger les provinces ennemies. Et surtout, ça va influencer la qualité des généraux que vous allez recruter. Parce que oui, vous dépensez de la puissance militaire pour recruter des généraux terrestres et de la puissance diplomatique pour recruter des généraux maritimes, quoi, des amiraux. Donc tradition militaire, si vous l'avez à 100, vous avez plus de chances d'avoir un 6-6 quelque chose, quoi. Et lui, il va faire super mal dans des bastons.
Donc c'est important de le garder élevé, mais c'est pas facile, parce qu'il y a la décadence, qui fait qu'on perd 5% par an, et ça ne se gagne que lors des batailles militaires. Donc si vous n'êtes pas une nation très militaire, vous n'allez pas avoir une bonne tradition militaire. Et nous, avec le Portugal, on va pas avoir une bonne tradition militaire. Donc juste ici, vous voyez le moral de vos armées. La carte religieuse, on voit les catholiques dans le monde occidental, l'orthodoxie surtout dans les pays slaves, et ici on voit les orthodoxes qui se font convertir parce que l'empire byzantin vient de chuter, et ce sont les Turcs ottomans que nous voyons ici. Il reste encore des bouts de Byzance, mais ça va disparaître très rapidement. Carte religieuse. Alors Saint-Empire romain, ça je vais pas en parler, on fera certainement une série, on jouera là-dedans parce que c'est tout un système à part, ça nous intéresse pas trop. Carte commerciale, je viendrai plus en détail dessus, voilà. Mais bon, c'est très important pour gérer le commerce d'utiliser cette carte-là. Carte diplomatique permet de voir nos alliés, les mariages royaux qu'on a avec d'autres, nos ennemis quand nous sommes en guerre, ce genre de choses. Une autre que je voulais vous montrer, c'est le terrain simple. Alors ici, vous avez le terrain, carte topographique, mais honnêtement, il sert à rien, moi j'utilise jamais. Ici, vous avez le terrain simple. C'est un système qui a été intégré il y a très peu de temps. Parce qu'avant, en fait, chaque terrain, vous aviez un pourcentage de chance d'être... par exemple, ici, nous avions des montagnes. Nous avions 90% de chance d'être dans les montagnes et 10% de chance d'être dans des plaines. Donc du coup, c'était mettre beaucoup d'aléatoires dans un concept très important dans la stratégie militaire, l'utilisation du terrain. Donc maintenant, ils ont décidé de simplifier, de dire, voilà, bon, ben ça, c'est des montagnes, point final. Donc maintenant, vous savez que si vous voulez défendre une position, il vaut mieux aller là, parce que vous allez avoir des avantages grâce au terrain, plutôt que vous battre ici, qui sont des plaines. Et face à une armée super en nombre, vous allez vous faire massacrer. Voilà. Bref, on reviendra plus en détail quand nous ferons la guerre. Et après, bon, il y a plein d'autres trucs. On les verra au fur et à mesure parce qu'on risque de les utiliser petit à petit. Voilà. Enfin, alors ici, bon, on a le menu, hein, bon, rien de très intéressant. Les archives, très intéressantes, notamment de regarder les armées des ennemis. On voit par exemple, le plus gros aujourd'hui, c'est l'Autriche, qui peut avoir 49 000 hommes. 49 000, et qui en a pour l'instant que 36 000. Et qui d'ailleurs a le plus avec ses 36 000. La France a 28 000 et l'Angleterre 35 000. Portée coloniale, ça va nous intéresser, ça va permettre de voir que hop, ça c'est non colonisé, et c'est apporté parce que c'est en vert. Pour l'instant on voit rien qui est colonisable et qui n'est pas apporté, ou qui est apporté, c'est le seul truc qu'on voit. Bon, voilà pour la minimap, ça. Bon, ici, on voit l'histoire de notre pays. Bon, ça nous intéresse pas beaucoup. Voilà. Les modificateurs activables, ça c'est intéressant d'y jeter un œil parce que ça peut donner des boosts intéressants à votre pays si vous avez les conditions requises. Et après, ça permet de trouver une province. C'est pratique, vous tapez le nom de la province. On va chercher par exemple Paris. Non, Parme, ouais, voilà. Paris, c'est Île-de-France en fait. Hein. Île-de-France. Ah, mais non, même pas. Eh ben, dis donc. Bah, si. Ah, mais c'est parce qu'il y a l'accent. Bref. Ici, nous avons donc la papauté. On y viendra plus tard. C'est pas très intéressant. Et ici, nous avons le Saint-Empire romain. On y viendra plus tard. On n'y viendra pas dans cette série. On regardera ça dans une autre série. Bon, maintenant, les choses un peu plus importantes. La gestion de votre pays. Ici, dans le premier onglet, nous voyons notre gouvernement. Ici, nous avons le type de gouvernement, les bonus du gouvernement. Et ici, on peut changer de gouvernement. Mais pour l'instant, on n'en a pas d'autres accessibles. Ça coûte cher en puissance administrative et ça va avoir des impacts négatifs sur la stabilité. Donc, moi, je le fais assez rarement, ça. Ici, c'est notre culture. Donc ça, c'est un concept important pour l'ordre public, notamment. On reviendra dessus plus en détail. Ici, Infante Pedro, ça veut dire... En fait, c'est la régence en portugais, j'imagine. Et on voit donc que c'est la régence de Afonso V, qui est donc notre futur roi, qui devrait arriver au pouvoir dans 4 ans, qui a une revendication forte sur le trône, donc il aura une forte légitimité quand il arrivera sur le trône. Et on voit que notre dirigeant actuel nous génère 4 d'administratif, 2 de diplomatie et 1 de compétences militaires. Et ici, on voit en fait le total. Donc on voit en fait chaque ressource, on en gagne 3 de base, plus la valeur de notre dirigeant, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un dirigeant qui a des valeurs élevées, et plus ce que peut nous apporter un conseiller. Donc ici on voit les conseillers, plus 2, ici que plus 1, mais en termes d'argent ça coûte beaucoup plus cher, il nous coûte 4 par mois, alors que lui que 1. Voilà. Souvent au début du jeu on ne prend que ceux qui sont à 1, c'est un peu plus tard qu'on prend ceux qui sont à 2, voire à 3, qui sont extrêmement chers. On peut
mettre une focalisation nationale sur une des trois, mais ça dure 20 ans. Il me semble que c'est 20 ans. Donc il faut bien choisir ce qu'on veut faire, faut choisir sa tactique à long terme sur le sujet. Et ici on voit qu'il y a aussi des malus. Nous avons 4 généraux militaires sur 1, on peut en avoir que 1 pour l'instant maximum, donc on perd moins 3 à cause de ça. Donc quand on est à 100 de prestige, on perd 5 par an. Donc et si on n'a pas de modificateur positif, eh ben on tend vers 0. Et si on a des modificateurs positifs, on tend vers, vers une valeur entre 0 et 100. Sachant qu'on gagne du prestige et on perd du prestige pendant les guerres principalement. Donc souvent quand on perd beaucoup de prestige, c'est quand on perd une guerre. La légitimité, ça c'est spécifique aux monarchies, ça représente la légitimité de la monarchie. On voit qu'on perd 2 de légitimité parce que nous sommes en régence, que mon roi est trop jeune pour régner, donc il y a une régence et du coup ça nous fait perdre la légitimité. Et bon, c'est bien de l'avoir élevé, souvent on va en perdre, on va la regagner petit à petit chaque année, voilà, c'est pas trop un problème. Ici nous avons la projection de puissance qui, en fait, ça représente, comment dire, à quel point on écrase nos rivaux, parce qu'on doit sélectionner des rivaux pour... et contre ces rivaux, on gagnera plus de prestige dans les batailles, ce genre de choses. Et quand on fait des actions contre eux, on gagne de la projection de puissance. Voilà. C'est un concept qui a été introduit assez récemment dans le jeu. Personnellement, je suis pas un grand fan, je me suis jamais vraiment concentré dessus. C'est bien de l'avoir au moins à 50, mais c'est assez dur de monter jusqu'à 50 et c'est dur d'y rester. Voilà, parce que c'est quand même assez puissant de l'avoir à 50. Ici, nous voyons nos marchands, nos colons, on n'en a pas pour l'instant, nos diplomates et nos missionnaires. Alors, les marchands permettent de gérer les flux de commerce, donc ça je viendrai plus en détail peut-être dans la 2e ou 3e vidéo. Les colons permettent de coloniser les terres non colonisées, je vous le montrerai plus tard, ce sera un peu le concept principal de cette série. Les diplomates permettent de discuter avec les autres pays, donc ça on le fera très rapidement dès le début de la deuxième vidéo. Et les missionnaires permettent de convertir une religion d'un pays si possible, si votre puissance de conversion est suffisamment élevée. Au début de partie, elle n'est pas assez élevée pour faire grand chose. Bon, on voit notre pays, ici c'est notre drapeau d'ailleurs, et ici nous avons les 3 ressources principales du jeu. Donc la puissance administrative, la puissance diplomatique et la puissance militaire. La puissance militaire, alors ces 3 ressources vont nous servir principalement à débloquer des nouvelles technologies, et du coup à gagner des avantages technologiques sur nos voisins qui ne les ont pas encore développés. Donc c'est bien d'en générer le plus possible par mois. Nous y viendrons assez rapidement sur comment. La diplomatie est pas mal utilisée lors de la signature d'accords de paix pour obtenir plus que ce que vous êtes censé avoir. Enfin bon, on verra aussi quand nous serons à ce genre de choses. La puissance administrative est très importante parce qu'elle permet notamment d'augmenter la stabilité. Entre autres, elle fait d'autres choses aussi, mais nous les verrons en détail au fur et à mesure. Ici, nous voyons la date. Nous sommes en l'an de grâce 1444, le 11 novembre. Nous avons 0 points, alors ça c'est une espèce de système de score, nous sommes classés 12e par rapport à tous les pays du monde, ou du moins tous les pays qu'on connaît je crois, ou alors c'est peut-être tous les pays du monde, faudra regarder, on regardera en détail. Et ici on peut augmenter la vitesse du jeu ou mettre en pause. Hop, bon c'est bon, le premier jour n'est pas passé. Europa Universalis 4 est un jeu, c'est pas un jeu en tour par tour, c'est un jeu en jour par jour. C'est-à-dire que vous jouez jour par jour de 1444 jusqu'à 1830, un truc comme ça. Enfin, pareil, je connais pas la date exacte de fin. En fait, je suis jamais allé au bout. J'ai souvent arrêté une partie entre-temps parce que ça devenait plus intéressant, j'étais devenu trop puissant et je voulais tester autre chose, quoi. Mais bon, celle-ci, on va essayer de l'amener jusqu'au bout, ça pourrait être intéressant. Ici, on peut filtrer ce qu'on veut voir, mais avec ça, on peut le cacher. C'est très important de l'avoir, je trouve. Ça permet d'avoir en un coup d'œil, savoir ce que font nos marchands, nos diplomates, où sont nos armées. On peut cliquer dessus, vous voyez, pour y accéder rapidement. C'est vraiment très bien. Et ça va se remplir au fur et à mesure. Quand on va construire les bâtiments, ça va être là. Quand on va, je sais pas moi, quand on va coloniser une nouvelle province, ça va être là, listé là-dedans. Et comme vous pouvez le voir dans ce jeu, hein, si je mets ma souris quelque part, il y a tout le temps une tooltip. Et donc ça, c'est très important. Dès qu'il y a un truc, vous ne savez pas trop ce que ça fait, déjà vous mettez la souris dessus, vous voyez, et ça devrait déjà vous donner un petit peu plus de détails. Pour ça, ce jeu est vraiment super bien foutu. Franchement, très bien foutu. Ici, on verra des messages concernant les autres nations. On peut configurer ici, d'ailleurs, voilà, moi, il n'y a aucune nation qui m'intéresse, ou alors je veux que les plus utiles, ou je veux que mes alliés, mes voisins, uniquement ce qu'il y a en Amérique du Nord.
Voilà. Bon, moi je laisse sur les plus utiles en général. J'y fais pas trop attention, mais des fois ça vaut le coup de... Excusez-moi, ça vaut le coup de savoir. Bref. Ici on a la minimap. Donc la minimap là, je ne l'utilise absolument jamais, personnellement. C'est pour ça que je clique là-dessus pour avoir accès à tous les filtres. Et là au moins les filtres seront toujours présents et je peux y accéder rapidement. Donc je vais vous en montrer quelques-uns rapidement. La carte politique, celle que j'utilise tout le temps, permet de voir où sont quels pays. Vous pouvez voir la France à l'époque, ils sont en pleine guerre de 100 ans avec l'Angleterre. Et ils sont pas encore très unifiés, on va dire. Carte... Et, ah oui, le focus, pardon, excusez-moi, cela met plus 2 à la puissance concernée et moins 1 aux deux autres. Donc on voit, on a moins 4 et 3 plus 1, 4, donc on est à 0. Et ça, c'est pas bon du tout et très rapidement, on va y faire quelque chose. Ici, c'est l'interface qui va nous permettre d'interagir avec les autres pays. Donc je reviendrai dessus un peu plus en détail au fur et à mesure qu'on devra utiliser les différentes parties de cette interface. Ici, nous avons notre économie, l'argent que l'on gagne et l'argent que l'on dépense. On voit des sliders qui nous permettent de régler la maintenance des différentes choses qui nous coûtent de l'argent. Par exemple, si je diminue la maintenance de l'armée à 0, on voit le moral des armées qui perd 2,17. Et en fait, il va être à 0,5 qui est le minimum. Et si mes armées arrivent dans une bataille avec ça, je perds la bataille, c'est certain. Donc, quand vous êtes en guerre, pensez bien à le remonter, mais quand vous êtes en paix, vous pouvez le descendre, sauf si vous avez des risques de révolte, ou dans ce cas-là, vous peut-être mieux le laisser à une valeur intermédiaire. On peut prendre des emprunts, réduire l'inflation. Bon, on y reviendra plus en détail. Si on doit réduire l'inflation à un moment donné, à ce moment-là, on expliquera plus en détail ce qu'est l'inflation. Pareil ici, résumé du commerce pour notre pays, combien nous gagnons, les embargos, les différents nœuds commerciaux qui sont à notre portée, nos marchands où est-ce qu'ils se trouvent, on peut les changer rapidement ici, c'est une interface assez bien foutue, donc c'est très bien. Nous en reviendrons en détail quand nous gérerons. Ici nous avons les technologies, donc nous faisons partie du groupe technologique occidental, qui correspond à tous ces pays-là. Ici, vous avez le groupe technologique musulman, groupe technologique ottoman, ils en ont un rien qu'à eux. Groupe technologique de l'Est, des pays de l'Est. Et en gros, eux, les technologies leur coûtent 20% de plus. Eux aussi, je crois que c'est 40%. Et ça représente le fait que les Occidentaux qui n'ont pas de malus se développent beaucoup plus vite que les autres. Voilà, c'était juste... nous étions en plein milieu de la Renaissance à l'époque, et c'était une époque... voilà, de grandes avancées technologiques. Donc comme vous voyez, actuellement il me faut 568 points d'administratif pour pouvoir chercher ma prochaine technologie. Je n'en m'en fais que 6, enfin c'est pas mal, mais 6 par mois, donc vous pouvez faire le calcul rapidement en combien de mois je vais pouvoir débloquer cette technologie. Voilà, ici nous avons les idées. Alors on en débloque seulement qu'au niveau... Ici, en fait, on voit ici nombre de groupes de doctrines disponibles. Donc, ce sont des doctrines. Bon, c'est des ID en anglais, en fait. Ici, on a nos idées nationales, les idées de notre pays, que seul notre pays y a accès. On voit les traditions qui sont voilà, nos traditions de base qui nous donnent un bonus en efficacité commerciale et en portée commerciale, ce qui est bien. Donc, on voit que le Portugal est une nation... Si on les regarde un par un, on voit portée coloniale ici, distance limite de colonisation, bien produit nationalement, puissance du commerce global, un nouveau marchand, des coûts de construction réduits, une puissance coloniale mondiale et commerce national. Donc on voit que c'est un pays colonial et commercial. Donc on va axer nos doctrines là-dessus. On y reviendra plus tard. Ici nous avons les missions et les décisions. Donc prendre des missions, ce sont des objectifs à court terme qui peuvent être intéressants. Ça vaut le coup d'essayer de les faire le plus rapidement possible pour gagner quelques points, gagner un point de stabilité, gagner un peu de prestige, un peu de légitimité parfois. Et ici, vous avez des décisions où il faut réunir certaines conditions pour pouvoir promulguer des lois, quoi. Par exemple, quand vous êtes la France, vous pouvez passer l'édit de Nantes qui va permettre d'augmenter votre tolérance envers les hérétiques, notamment les protestants. Enfin bref, voilà. Donc, former la nation espagnole par l'armée, voilà, on peut lire dessus. Il y a souvent des références historiques. Bon là, par exemple, il faut avoir conquis une bonne partie de l'Espagne pour pouvoir faire ça. Ça veut dire que je peux former, moi en tant que Portugal, la nation espagnole par les armes. Bon, pourquoi pas. Je le ferai pas, hein, pas dans cette partie.
Ici, nous retrouvons donc la stabilité, où pour l'améliorer, il nous faut 105 de points d'admin. Donc, vous voyez que des fois, la décision entre est-ce que je continue à aller vers ma prochaine technologie ou est-ce que je vais augmenter ma stabilité parce qu'elle est à -1. Enfin, en règle générale, vous voulez la remettre à 0, parce qu'à -1, rien qu'à -1, déjà, ça peut vous faire mal. Lassitude de guerre, concept assez important. Ça va augmenter quand vous allez avoir des morts au combat. Et quand c'est très élevé, ça fait des malus assez malsains sur beaucoup d'aspects de votre pays, et du coup, là, vous voulez le diminuer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Europa Universalis 4 où nous allons jouer avec le Portugal. Donc dans cette première vidéo, nous allons faire une vidéo d'introduction pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce jeu. Et donc je vais passer l'entièreté de cette première vidéo à expliquer les différents concepts et à montrer dans l'interface à quoi servent les différents boutons. Donc pour ceux qui connaissent déjà ce jeu, je vous suggère d'aller directement à la deuxième vidéo où nous allons commencer à jouer. Pour les autres, je vous invite à rester, sinon vous risquez de vous sentir un peu perdu dans la suite. Donc nous allons jouer le Portugal, car je pense que c'est une bonne nation pour commencer le jeu. Excusez-moi. C'est une bonne nation pour commencer le jeu, car elle est assez éloignée de la politique européenne, dans le sens où il n'y a que la Castille à côté d'elle, la future Espagne, et que nous allons sécuriser une alliance avec elle le plus rapidement possible pour être sain et sauf, on va dire, sur le continent où se trouve notre capitale. Nous allons faire la guerre certainement aux pays d'Afrique du Nord pour lutter dans le commerce, pour améliorer nos chances de battre la Castille dans le commerce. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller coloniser le Nouveau Monde, et notamment les Caraïbes, car il y a un succès à débloquer que je n'ai pas encore. Donc ça va être notre objectif, contrôler l'intégralité des Caraïbes. Voilà, donc je vais expliquer tous les concepts du jeu du mieux que je pourrai, mais après, ce sera au fur et à mesure que nous jouerons, que nous découvrirons plus en détail la plupart des concepts. Donc cette vidéo est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour maîtriser le jeu, bien entendu. Voilà, bon, allons-y, on va rentrer dans le jeu. Donc je joue en mode Iron Man, le temps que ça se lance. Voilà, et donc il me demande de sauvegarder un nom de sauvegarde. Le mode Iron Man, c'est vous n'avez... Oui, voilà. Vous n'avez pas le droit de recharger une partie. C'est que ce qui se passe, c'est passé et vous l'avez... voilà, vous ne pouvez pas recharger, quoi. C'est mort si vous avez fait une bêtise. Mais bon, justement, c'est là que c'est intéressant. Je pense que ce jeu, enfin, peut-être vos 2-3 premières parties, jouez sans le mode Iron Man, mais rapidement, passez-y, quoi. Donc, nous allons faire le tour en passant, en démarrant en haut à gauche et en terminant en bas à droite, vu qu'en bas à gauche, il n'y a rien. Donc, bon, première fenêtre, on va faire dans l'ordre logique. Ici, vous avez une fenêtre qui vous permet de construire rapidement des unités terrestres, recruter des mercenaires rapidement, par exemple. On viendra plus en détail sur la différence entre eux. Des bâtiments de guerre ou des bâtiments marchands, ce genre de choses. Des bâtiments de transport, ça, ce sont voilà, des unités de transport qui permettent de transporter des troupes d'un port à un autre. Des bâtiments, et puis faire diverses actions qui permettent en un seul coup d'œil de voir que par exemple en termes d'autonomie locale, je peux voir directement que ces 3 provinces ont de l'autonomie et que les autres provinces que j'ai n'en ont pas. Donc je peux en plus décider de l'augmenter ou le diminuer assez rapidement, comme ça, facilement. Voilà, donc c'est un truc d'aide, mais c'est pas le seul endroit où vous pouvez le faire. Par exemple pour recruter des unités, si je clique ici, je peux recruter des unités aussi. Et là je peux recruter des mercenaires. Voilà, mais bon, moi je joue avec ça en général, je n'utilise quasiment jamais la vue. Ensuite, donc ici nous avons l'interface de gestion de notre empire. Donc ça, je vais en faire le tour en détail une fois que j'aurai fini le tour de l'interface principale. Nous avons ici notre or, et grâce au petit plus vert, nous voyons que nous gagnons de l'or à chaque tour. Ici, nous avons nos effectifs qui correspondent à la quantité d'hommes que nous avons en réserve pour... réapprovisionner nos armées, c'est-à-dire que quand nous allons perdre 1000 hommes dans une armée, 1000 hommes seront enlevés de ces effectifs pour remettre les régiments au maximum. Donc c'est important d'avoir un effectif élevé quand on part en guerre, parce qu'on va perdre beaucoup d'hommes, et si on veut tenir la guerre... Souvent d'ailleurs, une guerre, c'est plus une guerre de fatigue dans le long terme, où vous essayez de fatiguer les effectifs de l'ennemi, pour mieux le vaincre plus tard, car ces troupes n'auront pas des régiments complets parce qu'il n'aura plus d'effectifs pour les remplir. Voilà, bon ça, excusez-moi, je remets ma chaise correctement, voilà.
On verra plus en détail quand nous serons en guerre. Nous avons ici la stabilité, qui est un concept assez important parce que il faut au moins l'avoir à 0. Dès que ça commence à partir dans le négatif, vous avez vraiment des malus assez méchants qui viennent influencer plein d'autres concepts du jeu. Voilà. Et notamment, si vous êtes à -3, vous risquez votre pays risque de partir en cacahuète très rapidement, quoi. Ici, vous avez le prestige. C'est un concept assez important, notamment pour le moral, pour les relations avec les autres pays. Et puis, ça a plein d'effets secondaires sur pas mal d'autres concepts du jeu. Donc, quand on les rencontrera, je vous les montrerai. Mais bon, c'est bien, plus on en a, mieux c'est. Et comme vous pouvez le voir, on a une décadence de 5%.